Ouais. Ok. Alors, en fait, je voudrais finir aujourd'hui le sujet sur les protéines. Ah bah, carrément sur l'ordinateur, Monsieur Chat, ça va? Il veut être la vedette. Dis donc. Donc, aujourd'hui, je vous disais, je voudrais faire un dernier point sur par rapport aux protéines, mais en fait, je voudrais centrer l'appel sur tout ce qu'on a toujours entendu, comme quoi la viande augmenterait certains cancers ou provoquerait certains cancers, ou vous voyez, tout ce dilemme et ce débat qu'il y a. Voilà, moi, je voudrais vous apporter des preuves scientifiques de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, parce que j'aime pas les on-dit, je crois que vous le savez maintenant. Voilà. J'avais un grand-père qui disait, mais méfie-toi, quand tu dis on dit quelque chose ou on a dit quelque chose, on est toujours con. C'est Voilà. pas mal ça. Ouais. Donc, j'ai souvent entendu aussi celle-là. Voilà. Oui, ça date, mais bon. Donc, ce que je voudrais faire, c'est un petit zoom sur la viande aujourd'hui. Donc, à nouveau, je mets de côté les aspects éthiques, les aspects environnementaux qui sont absolument passionnants. Je vous l'accorde, c'est presque toute ma vie. Mais en fait, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, on va essayer d'y voir plus clair du côté vraiment de la santé, de la nutrition. Alors, on entend régulièrement, je vous disais, que la viande serait l'un des aliments. Ah, est-ce que vous pouvez vous occuper d'admettre les personnes comme ça? C'est gentil, je vous remercie. Donc, je disais, on entend régulièrement que la viande serait l'un des aliments les plus mauvais pour la santé. Il y a, des fois, quand on lit certains articles, c'est carrément écrit comme ça. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est à ça que je voudrais répondre. Très souvent, en fait, on a beaucoup de caricatures, je vais dire, mais pas beaucoup de science objective derrière ces articles des gens qui refont le monde. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse ensemble un point rapide, hein, juste là, à la demi-heure d'aujourd'hui, en apportant peut-être beaucoup de précision, un petit peu de technique, mais vous inquiétez pas, à la fin, c'est pour avoir une conclusion très pragmatique et très concrète. Donc, je pense que, je vous le disais, vous commencez à me connaître. J'aime bien être réglo. Je suis cool dans la vie, hein, mais il y a des choses, quand ça parle de science, j'aime bien être voilà, d'accepter que les choses réglementaires. Donc, très souvent, on a beaucoup de caricatures. Donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Plutôt des précisions scientifiques. C'est ce que je voudrais voir avec vous. Donc, on va commencer le sujet en regardant qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2015, parce que c'est un sujet qui a été très, très pointé du doigt en 2015, parce que quand ce qu'on appelle le CIRC, C-I-R-C, oui, si je traduis, ça fait le Centre international de recherche sur le cancer, qui a dépensé énormément de sous et qui a classé, par rapport à ses recherches, les viandes en deux choses. Alors, peut-être je peux vous partager mon écran maintenant. Tchouk. Voilà, surtout, vous me dites dès que vous voyez bien l'écran partagé, d'accord? Ça y est, bon. Voilà. C'est tout bon pour vous? Génial. Tout bon. Voilà, donc c'est le CIRC en fait. Hein. Donc ce que je vous disais là, le Centre international de recherche sur le cancer, qui a dépensé beaucoup de sous dans une étude pour pouvoir sortir une espèce de comment on dit, une classe. Voilà, ils ont classé.
une réglementation, oui. J'allais dire une caractéristique, en fait, je cherchais le mot caractéristique, ou une classification, allez, des viandes, donc avec certains critères. Et donc, ce qu'on ressort, nous, de ces critères, c'est que on a d'une part les viandes transformées, qui sont en groupe, ce qu'on appelle le groupe 1, et elles sont cancérogènes pour l'homme. Et puis, de l'autre côté, les viandes rouges du groupe 2A, c'est-à-dire probablement des viandes qui ne sont pas forcément transformées, mais qui vont correspondre plutôt à celles de tout ce qui est les viandes, en fait, le muscle, voilà, plutôt la partie musculaire des viandes au niveau de l'homme qu'ils ont classé probablement cancérogènes. Voilà, donc ça, c'est les deux grandes classes qui ont ouvert le débat en 2015. C'est à cause d'eux, en fait, si vous voulez, s'il y a eu ce débat-là. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le groupe 1 ? Tout ce qui est salaison, tout ce qui est fermentation, tout ce qui est fumage, donc tout ce qui est charcuterie, les nuggets. En fait, c'est tout ce qui est mixé, en fait, tout ce qui est viande mixée et reconditionnée. Donc, vraiment, ça s'appelle de la viande transformée parce que, en fait, c'est pour augmenter le goût de ces préparations-là, eh bien, ou bien la conservation aussi, on a ajouté des produits à l'intérieur, en fait, et c'est cette transformation-là qui fait qu'elle est déclarée cancérogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cancérogène par rapport à probablement cancérogène ? Cancérogène, ça veut dire qu'on a une preuve scientifique que quelqu'un qui consomme cette viande-là au quotidien développe un cancer, et notamment, là, on va parler du cancer colorectal. Donc, en fait, ça veut dire que plus de… alors, pour avoir une preuve scientifique, il faut qu'on dépasse les 7 cas sur 10 au niveau des chiffres. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 7 cas de cancer colorectal qui ont été développés suite à une alimentation essentielle en viande transformée. Qu'est-ce qui est important aussi à savoir là-dessus? Que les viandes rouges, donc, qui sont probablement cancérogènes pour l'homme, en fait, c'est la partie musculaire des mammifères, donc viande, porc, veau, agneau, cheval, chèvre. Donc, en gros, toutes les viandes sauf la volaille. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que les données du rapport du cirque sont avant tout celles qu'on peut entendre dans 99% du temps quand on parle que c'est des chiffres issus d'études, parce que c'est une étude épidémiologique. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une étude épidémiologique? Je pense qu'il faut faire un petit point là-dessus. Est-ce qu'on peut prendre de façon efficace et comme preuve scientifique totale une étude épidémiologique? Voilà, je dis des mots compliqués aujourd'hui. Donc, en fait, une étude épidémiologique, je vais y arriver, c'est une étude dans laquelle on observe sans intervention l'habitude de milliers de personnes pendant des années au travers essentiellement de questionnaires. Et puis après, on fait une synthèse des données dans des modèles statistiques, en fait, et on essaye de dégager une tendance. Donc, ces derniers types d'études, on ne va pas dire qu'elles permettent d'avoir vraiment des liens de corrélation, d'établir, à la limite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut établir une hypothèse. Mais ce ne sera pas une hypothèse de dire que A cause B, obligatoirement. Parce que les données, en fait, elles sont… comment je vais vous dire ça? Pourquoi est-ce que je remets ces études en question? C'est ça le truc. C'est parce qu'une étude scientifique, ça se fait dans un endroit clos où on contrôle totalement l'alimentation des gens. On sait qu'elles ont le même apport glucidique, le même apport protéinique, le même apport fibreux, glucidique, etc.
Et là, en fait, c'est de l'observation de gens, de milliers de personnes dans différentes familles, sans savoir réellement ce qu'elles consomment au quotidien à côté de cette viande transformée. C'est pour ça que c'est pour moi difficile de dire que toute la consommation de viande transformée provoque un cancer colorectal. D'accord ? Pour moi, ce n'est pas une preuve A plus B. Donc, effectivement, sur cette étude, ça révèle quand même qu'il y a de plus forts risques de cancer avec les personnes qui consomment plus de viande transformée. Ensuite, pour les viandes rouges, et c'est là que je remets en question cette étude, c'est que quand on dit probablement cancérogène pour l'homme, ça veut dire qu'on n'a pas de preuve tangible derrière. Pourquoi ? Parce que comme ça fait partie d'une étude épidémiologique, je vais arrêter de le dire, je crois, eh bien, on n'a aucune idée de la distinction de la qualité de la viande, par exemple. On ne sait pas ce que les gens ont consommé comme viande. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un animal qui pâture et qui est nourri à l'herbe toute l'année, ou bien un animal qui est en élevage intensif, dans des hangars, nourri aux céréales ou aux grains, et dont les habitudes de vie ne sont pas les mêmes, hein, forcément. Donc voilà. Donc, pour moi, le package est trop large et trop vague pour qu'on prenne vraiment en compte ces études-là, et que ça a fait gros débat derrière. Ça a fait très peur aux consommateurs, ça a fait très peur aux gens, et il n'y a pas eu d'explication claire et nette. Voilà un petit peu pourquoi je suis d'accord pour qu'il y ait un débat autour de ça, mais que pour moi, les preuves ne sont pas assez scientifiques et assez poussées pour ça. Ensuite, est-ce que si on continue sur cette étude, les mangeurs de viande, ce qu'on appelle la viande rouge, donc vous avez vu, hein, en fait, ce qu'on appelle la viande rouge, ce n'est pas seulement le bœuf, hein, c'est bœuf, veau, porc, agneau, cheval, chèvre, tout sauf la volaille. Eh bien, est-ce que ceux qui mangent de la viande bio, par exemple, ou de la viande de pâturage, ou qui vont acheter chez leurs éleveurs, ou qui vont acheter en boucherie dont on a la traçabilité, ne sont pas aussi les plus gros mangeurs de fruits et de légumes? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui font plus de sport? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui vivent dans des lieux loin de la pollution? Des choses comme ça. Voilà. Pour moi, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu dans une étude scientifique. Donc, le probablement cancérogène, en fait, n'est pas adapté pour moi. Alors, c'est mon humble avis, hein, bien sûr, mais n'est pas adapté réellement à ce type d'étude. Je suis persuadée que si on faisait une étude confinée, donc sur un certain nombre de personnes, alors bien sûr, on ne va pas demander ça aux gens, hein, ce serait vraiment terrible, mais si on faisait ça à étude fermée, que des gens qui vivent dans la pollution, sans sport, sans fibres, sans produits végétaux extrêmes, qui ne consomment que des viandes de mauvaise qualité, eh bien, les risques de cancer seraient tout aussi importants que ceux qui mangent des viandes transformées, alors que les autres seraient plus protégés. Voilà. Pour moi, il y a une espèce de favoritisme qui n'est pas pris en compte. Un autre point peut-être important, c'est la différence qui existe entre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces expressions, le risque absolu et le risque relatif. Par exemple, si je vous dis, je vais essayer de prendre un exemple concret, si je vous dis que manger 50 grammes de viande transformée par jour augmente de 18% les risques de cancer colorectaux, il s'agit d'un risque relatif. Le risque absolu, ce serait de dire que pour un homme de 50 ans, par exemple, qui a donc déjà un risque de 1,8% par rapport au cancer colorectal, si on ajoute ces 18% en lui donnant une alimentation de viande transformée, eh bien, lui,
il va avoir un risque qui passe à 2,1%. D'accord, les 1,8 plus 18%, donc ça fait 2,1% de risque. Par comparaison, en fait, avec dire qu'on augmente de 18%. Je ne sais pas si je suis précise. C'est clair pour vous ce que je vous dis là? Dans mes chiffres, dans mon exemple? Pour moi, personnellement, pas trop. Hein. D'accord. En fait, on entend souvent parler de ce qu'on appelle des risques relatifs. Ouais. Donc, par exemple, là, dans mon exemple, un homme, toute personne qui va manger 50 grammes de viande transformée tous les jours va augmenter ses risques relatifs, d'accord, c'est de la moyenne, de 18% son risque de maladie colorectale. Mais si on prend au cas par cas, on sait déjà qu'un homme qui a plus de 50 ans, qui consomme une alimentation et de viande transformée et de viande rouge normale, et enfin, la moyenne aujourd'hui, dans nos chiffres médicaux, le risque de maladie de cancer colorectal pour un homme de 50 ans, c'est déjà de 1,8% de risque. Et ça, c'est un risque sûr. D'accord? Et donc, si on prend ces 1,8 et qu'on lui donne 50 grammes de viande transformée tous les jours, eh bien, en fait, 1,8 plus 18%, donc ça fait 1,8 plus 0,18, on arrive à 2,1% de risque. Et ça, ce n'est pas un risque relatif, c'est un risque précis. Ok, c'est bien. Okay, ça y est, compris. Voilà. Si, par comparaison, le tabac multiplie par 10 le risque de cancer du poumon. Tu vois? Ça, c'est général, c'est un risque relatif. Mais si on prend un homme précis, enfin un homme ou une femme, hein, surtout que pour le cancer du poumon, pour les femmes, c'est pas multiplié par 10, c'est multiplié par 17 ou 18, je crois, à cause des hormones. Donc, le risque du cancer du poumon, en fait, va être, comme le risque du cancer colorectal, ça doit être individualisé. Les chiffres relatifs, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. D'accord? Voilà. Et l'étude du cirque, en fait, disait ça, que les personnes qui mangent des viandes transformées augmentent de 18% le risque de cancer colorectal. Ce n'était pas un chiffre assez précis pour moi. Alors, après, l'étude sur le lien, donc on en revient là au truc du cirque, l'étude sur le lien entre le cancer et la viande, c'est ce que je vous disais, ça s'est penché surtout sur le cancer colorectal. Et donc, les données sur les autres types de cancers sont beaucoup plus faibles, on n'a quasiment pas de chiffres. Il faut savoir que tous les aliments ont ce qu'on appelle une balance risque, enfin bénéfice-risque, dans le jargon médical. Tous les aliments ont une classification. Donc, le cirque nous sort ça sur la viande, mais en fait, ça existe pour tous les aliments, avec un risque cancérologique. Donc, il n'y a pas que la viande qui porte à risque. D'accord? Par exemple, on a les poissons qui sont plombés, enfin, qui sont pleins de métaux lourds, qui ont parfois des risques encore plus importants que les 18% de notre tableau. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que pour certains, la fourchette va être plus large que pour d'autres. Le tout, c'est de savoir que d'une part, quelle est la fourchette idéale et d'autre part, comment diminuer les risques éventuels. Et pour cela, il faut comprendre comment, ou plutôt par quel mécanisme, la viande pourrait augmenter le risque de cancer colorectal. Donc, concrètement, je vais passer à plusieurs facteurs. Les suspects. Donc, on a au total des 4, je vous ai mis 4 ou 5 suspects pour vous expliquer qu'est-ce qui fait dire que la viande augmente les risques de cancer. Donc, vous le voyez sur cette photo,
Il y a les dérivés N-nitrosés qu'on appelle les NOC en anglais, en fait, comme les nitrosamines. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles endommagent les cellules de la paroi intestinale, ce qui les oblige en fait à se dupliquer plus souvent et qui augmente donc les risques de dommages à l'ADN. Et en fait, ça fait baisser notre taux d'immunité, déjà, ça c'est important. Et puis après, on a ce qu'on appelle l'EM. Alors, c'est des noms un peu scientifiques que vous avez sûrement jamais entendus, mais qui sont importants à connaître parce que tout ce que vous entendez sur la viande, c'est lié à ces 4 suspects en fait, qui ont été mis en avant. Donc, je reprends pour essayer de simplifier au maximum. Ce qui donne l'EM, c'est ce qui donne la couleur rouge à la viande, d'accord? C'est un précurseur des composés toxiques et ce n'est absolument rien, pour moi en tout cas, même si c'est un précurseur c'est un peu comme on disait ce matin, il ne faut plus jamais manger de champignons parce qu'il peut y en avoir qui sont pollués. Eh bien, là, si on regarde les conservateurs que l'on met dans les viandes transformées, les colorants que l'on met aussi dans les viandes transformées, enfin tout ce que l'on trouve notamment les plus connus comme le nitrate, le nitrite dans les charcuteries, les fumaisons industrielles, etc., eh bien ça favorise beaucoup plus la formation des NOx. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que les fruits et légumes, surtout les verts, grâce à la chlorophylle en fait qu'ils contiennent, eh bien, vont aller bloquer dans le côlon la transformation de l'EM en NOC. Donc, quelle va être la solution plutôt que de retenir ça? Ça va être de préconiser la consommation de légumes, notamment des légumes verts, en association. Autant faire se peut, bien sûr, hein, ce n'est pas une obligation. Libre à vous de prendre soin de vous, toujours. Ça, c'est toujours ma petite phrase. Mais en association avec la viande rouge, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des épinards, on a des brocolis, on a des courgettes, on a des choux. Alors, vous allez voir que les choux sont particulièrement recommandés. Mais voilà un petit peu une solution pour faire fi de ce premier suspect si vous êtes un mangeur de viande et que ça vous pose souci. Deuxième suspect, le fer. Vous avez déjà entendu parler de ça, celui-là. Plus facilement, je suppose, que de mes NOC. Donc, le deuxième suspect, c'est le fer. Alors, il n'en faut ni trop, ni trop peu. Trop peu plutôt, ça provoque l'anémie. Et trop, ça va s'accumuler dans les cellules de l'intestin, ça va s'oxyder, ça va endommager l'intestin. Donc, c'est une bonne idée, une bonne solution, c'est de ne pas trop, une bonne raison, voilà. Se faire une bonne raison de ne pas trop manger de viande rouge sur la semaine. Donc, ne pas en abuser. Il faut que ce soit un plaisir. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les hommes qui mangeraient beaucoup de viande rouge ou les femmes ménopausées, il faut surveiller votre taux de fer par des prises de sang de temps en temps. Et une idée, alors c'est sans obligation, bien sûr, hein, j'oblige personne à faire quoi que ce soit, vous êtes d'accord? Mais pour voir pourquoi on a trop de fer, en fait, enfin si on a trop de fer, les seules personnes qui peuvent ne pas avoir trop de fer sont en fait les femmes qui sont encore réglées parce qu'elles éliminent énormément tous les mois par les règles. Et je dis bien réglées avec élimination de sang parce qu'il y a des gens qui sont des jeunes femmes qui sont avec possibilité d'être réglées, mais qui prennent des
des produits chimiques pour couper la fertilité, en fait, pour ne plus être enceinte, et qui malheureusement coupent leurs règles. Donc, elles aussi, elles peuvent souffrir d'excès de fer. Et puis, une autre idée qui peut être bien, ça peut être aussi, pourquoi pas, donner son sang de temps en temps, occasionnellement, hein, si vous n'avez pas de contre-indication médicale à donner votre sang. Donc, voilà pour le deuxième suspect. On va passer au troisième suspect. Alors, celui-ci, c'est pareil. Vous n'en avez peut-être pas forcément entendu parler. Des fois, on entend, on lit certains articles où ils parlent des TMA, mais pas toujours. Donc, le troisième suspect, c'est le TMAO. Le TMAO. Alors, attention, je vais vous le dire en mots. C'est l'oxyde, ça va, de triméthylamine. L'oxyde de triméthylamine. Donc, la viande rouge est particulièrement riche, mais quand je dis particulièrement riche, c'est énorme, en un acide aminé qui s'appelle le L-carnitine et qui peut être métabolisé par certaines bactéries du microbiote, notamment la famille des Prévoleta. Et en fait, cette famille des Prévoleta, elle transforme la triméthylamine, ou le TMA, ce sera plus simple. Donc, le TMA est absorbé, il rentre dans le sang, il va parfois jusqu'au foie. Là, il est oxydé et il s'oxyde. Il oxyde le foie, en fait. Il se transforme en oxyde de triméthylamide, donc en TMA ou TMAO pour l'oxyde. Et là, ça provoque des cancers du foie, ça provoque des nombreux troubles qui font dire que la viande rouge augmente les risques de cancer, en fait. Donc là-dessus, il y a de nombreuses données, en fait, qui font vraiment le lien entre ce TMAO et les risques de cancer et de problèmes cardiovasculaires. Donc là-dessus, on peut vraiment pointer du doigt la viande rouge. Il y a des méta-analyses qui le prouvent. Alors, il y a beaucoup de débats sur les risques de production de cette TMA dans l'intestin, mais à mon humble avis, en fait, les données scientifiques aujourd'hui par rapport à ces méta-analyses sont assez probantes et assez nombreuses pour en prendre conscience et puis faire attention, en fait. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une super flore intestinale pour limiter ce déséquilibre. Donc, un bon microbiote. Hein. Là-dessus, je vous référerai à notre Immune Booster parce que franchement, il est super top. Et il est meilleur que les picors traditionnels. Donc, franchement, si vous voulez faire des cures, c'est vraiment le moment idéal pour enrichir votre microbiote, donc votre flore intestinale. Pourquoi? Parce que s'il est en bonne santé, il ne favorisera pas la prolifération des Prévoleta. Et donc, derrière, vous aurez un meilleur équilibre. D'accord? Ça vous protégera. Qu'est-ce qui peut aussi favoriser la prolifération des Prévoleta? C'est un manque de fibres dans l'alimentation. Donc, je vais donner le même conseil que tout à l'heure. Je vais vous dire, mangez une grande quantité de fruits et légumes. Alors, peut-être plus de légumes que de fruits, parce que là, c'est pareil. S'il y a un abus de sucre, enfin de oui, alors, ce n'est pas par rapport aux fruits, donc il ne faut pas que je mette ça dans le bain, mais les personnes qui consomment énormément de glucides raffinés ont déjà un niveau de Prévoleta très haut au niveau du système intestinal, c'est-à-dire au niveau de la flore bactérienne. Donc, si vous cumulez les sucres raffinés avec les viandes rouges, c'est catastrophique en fait. Voilà. Voilà. Alors, une autre possibilité, et là, je vais y mettre peut-être un petit peu de conditionnel, c'est que les Prévoleta se nourrissent de composés présents aussi dans l'enveloppe des céréales complètes. Donc, par principe de précaution,
Je bafouille aujourd'hui, c'est impressionnant, hein, j'ai du mal à me concentrer. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit quand même. Hein. Il faut manger des céréales complètes. Hein. Là-dessus, il y a bien au contraire. Hein. Ne me faites pas dire qu'il ne faut pas en manger. Mais ne pas les associer, c'est-à-dire ne pas faire un plat de céréales complètes avec un plat de viande rouge, tout simplement. Simplement, avec la viande rouge, il faut favoriser les légumes en accompagnement. Et puis, quand vous mangez des céréales complètes, et ben, favorisez aussi les légumes en accompagnement, voire pourquoi pas des légumineuses. Ou bien si vous mangez des céréales complètes accompagnées avec du poisson ou avec des œufs, vous n'aurez pas ce problème. Voilà, alors est-ce qu'on attaque le quatrième suspect? Pas prospect. On n'en veut pas. On n'en veut pas de ces gens-là. Donc, quatrième suspect, l'acide, ce qu'on appelle le N-glycolylneuraminique. Bon, alors, sincèrement, quand on est entre scientifiques, on ne dit jamais ce mot-là. On dit le nœud 5GC. Le nœud 5GC, c'est tellement plus facile. Donc, si vous voulez retenir le nœud 5GC, vous pouvez. C'est un nom un peu barbare qui désigne en fait un sucre qui est présent dans les tissus de tous les mammifères, sauf, il y a des exceptions, bien sûr, c'est la langue française, c'est comme ça, c'est toujours avec des exceptions. Le furet, mais a priori, on n'en mange pas. Et puis quelques singes aussi. Donc, a priori, on n'en mange pas non plus. Donc, ça ne nous pose pas de problème. Et bien sûr, l'homme. L'homme n'a pas un nœud 5GC, mais un nœud 5AC, parce qu'il ne fait pas comme tout le monde. Voilà. Donc, le souci, c'est que chez nous, cette molécule, le nœud 5AC, elle est assez proche du nœud 5GC. Et elle est tellement proche qu'elle peut être incorporée dans nos tissus. Et elle peut être reconnue comme un agent pathogène et provoquer donc des inflammations. Peut-être vous avez déjà entendu de ces personnes qui souffrent de douleurs qui sont apparentées très souvent à la fibromyalgie. Mais un coup, on a mal dans le muscle du bras, un coup, on a mal dans l'autre bras ou dans la cuisse ou dans le mollet, ou on a des douleurs au niveau des pectoraux, au niveau du dos, voilà, comme si c'était des douleurs mobiles. Eh bien, très souvent, c'est lié en fait à cette inflammation musculaire qui est liée à cette consommation de viande et ce sucre en fait qui vient s'incorporer dans nos tissus et créer ce qu'on appelle un agent pathogène en fait. Donc, quand on en a à forte dose, eh bien, ça crée des grosses douleurs. Il y a des études scientifiques qui ont été faites, non pas sur les hommes, mais sur les souris. Bon, c'est un appel folklore. C'est très sérieux pourtant. Hein. Donc, quand on a fait inculquer en fait ce nœud 5GC dans l'alimentation des souris, ça a provoqué non seulement des inflammations, mais aussi des tumeurs. Mais de grosses tumeurs qui se sont développées à la vitesse grand V. Et bon, alors bien sûr, on n'a pas les preuves au niveau des hommes, on n'a pas la relation entre les études sur les souris et les hommes, on n'a absolument aucun chiffre. Pourtant, je suis persuadée que c'est une étude qui pourrait porter ses fruits et qui serait très intéressante en fait. Donc, il est probable que quand les hommes, alors c'est des hommes avec un grand H, hein, je ne suis pas sexiste, hein, c'est vrai que depuis tout à l'heure je dis des hommes, mais il serait intéressant de savoir comment, quand les hommes consomment une grande quantité de viande, ce nœud 5GC se transforme dans le corps. Mais c'est un sujet qui est très, très récent. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on a découvert ces effets-là. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de chiffres, en fait, en disant qu'avec une consommation élevée de viande, eh bien, on développerait des tumeurs ou des choses comme ça. Ce ne sont que des hypothèses. Donc, c'est à prendre au conditionnel, d'accord ?
Voilà. Et après, je crois que j'ai encore un cinquième élément dont je veux vous parler. Le cinquième suspect, c'est les composés mutagènes parce que, ben, vous savez, on en parle beaucoup quand on fait cuire les grillades, quand on en parle beaucoup l'été, etc. Donc le cinquième suspect, il peut venir ce qu'on appelle des composés mutagènes issus de la cuisson, par exemple les amines hétérocycliques ou les hydrocarbures aromatiques, qui sont créés en fait quand on cuit une viande à très haute température, en très grand nombre, dans les parties notamment carbonisées, noircies surtout. Donc l'idée, c'est d'éviter de cuire les viandes au barbecue, en grillade par exemple, de préférer les cuissons douces. Et puis là, je vais vous donner un petit truc. Je vous partagerai une recette de marinade parce que en fait, il y a un truc super bien, c'est que quand vous faites, alors c'est un tuyau hein, en or, ça, quand vous faites mariner les viandes avant la cuisson avec des herbes, des épices, des jus de citron, des huiles, etc., ça permet de diminuer la création de ces composés. Et donc, certaines substances qui sont contenues aussi dans les… Tout à l'heure, je vous parlais des choux, dans les légumes verts, donc dans les crucifères exactement, c'est-à-dire tout ce qui est brocoli, choux, etc., sont capables de neutraliser les effets néfastes de ces AAH ou HAP, là, si je veux rester abrégé et pas m'en mêler les pinceaux. Donc, en conclusion de tout ça, d'un point de vue pratique, il est donc mieux d'éviter la consommation de viande industrielle. On peut juste garder pour le plaisir de la vraie bonne charcuterie artisanale de façon occasionnelle, je sais pas, une fois dans l'année, une fois au trimestre. L'exception peut venir par exemple de votre boucher. Vous avez un super boucher qui vous fait, je sais pas, des saucisses dans lesquelles il rajoute aucun conservateur, aucun colorant, aucun additif. Et c'est juste de la viande hachée. Et bah, pourquoi pas, c'est le moment, c'est rare, hein, mais peut-être ça existe encore. Moi, je sais que dans mes clients, j'ai un monsieur qui était boucher et qui fabrique lui-même sa charcuterie dans son sous-sol. Alors, je ne le donnerai pas, mais je sais que par mes enfants, que quand il fait de la charcuterie, notamment, par exemple, il avait fait des boudins blancs l'année dernière, il s'était régalé. Mais vous voyez, c'est une fois l'année. Voilà. Et j'en ai pas mangé, vous vous doutez bien. Hein. Mais j'autorise ça à mes enfants quand c'est de l'exception. Donc, pour la viande rouge, les agences sanitaires, elles fixent à 500 grammes de consommation. Alors, c'est pareil, c'est basé sans poids, sans âge, c'est voilà, comme ça, à la va comme je te pousse. Donc, maximum 500 grammes de viande consommée par semaine. Moi, je simplifie assez en disant à mes clients de manger de la viande quand ils en ont envie. Je vous réfère au tableau que je vous ai montré, je ne sais plus si c'était lundi ou jeudi dernier, dans la vidéo, parce que 500 grammes, c'est déjà la fourchette haute. Donc, ça fait quoi si on veut vraiment faire profil bas et manger de la viande de qualité à 3 repas par semaine? C'est une bonne moyenne pour ceux qui mangent de tout. Regardez le tableau que je vous avais mis la dernière fois. Je disais jusqu'à 5 fois par semaine. Et bien, en fait, ça dépend de votre portion. Si vous mangez que 100 grammes de viande, effectivement, ça peut faire 5 repas. À chaque fois, en fait. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire que… non, l'idée, c'est plutôt de dire que non. C'est très drôle pour moi de dire ça. Pas du tout. Vous ne risquez pas un cancer du côlon si vous mangez de la bonne viande et si vous avez une multitude de sources de protéines et que vous vous limitez à de la viande de qualité à 3-4 fois par semaine, voilà, et que vous agrémentez votre alimentation de légumes verts, de crucifères et bien sûr de crudités, ça c'est ma devise. Donc, il vaut mieux mettre le prix pour la qualité, pour faire vivre aussi peut-être les éleveurs, quitte à manger moins souvent, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'en manger du tout. Hein. Si vous ne voulez pas manger de viande, ça ne me gênera pas, au contraire. Hein. Vous le savez bien. Mais quitte à en manger,
autant manger, qu'elle relève d'un bon choix personnel. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire passer comme message. Et varier vraiment les choix. C'est pareil, quand vous mangez des différents types de viande, volaille, je ne sais pas, ce qui existe un petit peu comme tout type de viande, voilà. Et puis, changer peut-être aussi de choix de… Ah oui, je vous avais fait une… Non, je n'avais pas fait de diapo. Vous savez, très souvent, les Français maintenant, en tout cas en Europe, se sont mis à consommer énormément les parties musculaires. Et finalement, si on regarde les chiffres que je vous ai donnés là, c'est peut-être les parties musculaires qui sont les plus dangereuses au niveau cancer. Et l'évolution a énormément changé ces 60 dernières années, alors que dans la viande, il y a aussi les abats, qui sont beaucoup plus riches en micronutriments, comme en zinc, en vitamine A, etc. Et puis tous les tissus conjonctifs aussi, qui sont riches en collagène et qui tiennent beaucoup mieux en fait, ce qu'on appelle l'acide aminé, la glycine, qui donne bonne santé, qui augmente la longévité, qui contrebalance les effets négatifs des acides aminés des muscles. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, on faisait ce qu'on appelle des bouillons d'os. Et les bouillons d'os, c'était très, très bon pour la peau. Ça permettait d'avoir un bon apport en collagène. Donc voilà, donc, si je résume un peu, c'est un peu ce que je veux vous passer comme message aujourd'hui. Faites mariner les viandes, mangez beaucoup de légumes, notamment beaucoup de légumes verts et de crucifères. Je vous donnerai un exemple de marinade pour vos viandes si vous voulez, ou autre chose. Hein. Moi, je ne m'en sers pas pour la viande, vous en doutez, pour d'autres protéines. Et puis, je pense qu'on a fini pour le sujet des protéines cette semaine et qu'on va repasser sur la semaine prochaine, donc lundi. Je pense que je vais faire les glucides. Voilà. Coucou, bonjour Yasmina, bonjour jolie princesse. Alors, vous avez le droit de remettre vos micros. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Bonjour. Tu dis bonjour, Emma. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles, ma puce? Dis comment tu t'appelles, Emma. Dis Emma. Emma. Bonjour. Oh, c'est ma Yasmina, ça. D'accord. Angèle, j'aimerais que tu me donnes ton téléphone, que je puisse correspondre, savoir ce que tu prends, comment tu fais pour intéresser Yasmina, pour donner des conseils à Yasmina. Ah, mais elle peut déjà donner son témoignage, peut-être, Angèle. Voilà, Angèle, vas-y. Allez, Angèle, la star. Oh non. Comme je fais d'habitude. Oui. Tu racontes ton histoire, voilà. Qu'avant Herbalife, je mangeais beaucoup. Oui. Je regardais pas ce que je mangeais. Et depuis que je fais Herbalife, j'ai atteint mes 20 kilos perdus. Bravo. Félicitations. Hein. Félicitations. Je vais la disputer, elle n'a pas attendu avant demain matin pour se peser. Ah non, j'étais pressée. J'étais pressée de me peser. Non, puis on se sent Félicitations. Alors, dis-moi ton programme, c'est quoi ton programme Herbalife? Qu'est-ce que tu prends? Alors, on a commencé avec un tout petit budget pour Angèle. Donc, voilà, parce que c'est le cas pour Yasmina. Alors, voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle a plus de produits, Angèle, parce qu'elle est sur l'Immune Booster, sur la Provin, etc. Et puis, en fait, alors, tu as commencé juste avec la F1, hein, Angèle, au début. Ouais. Alors, Yasmina. Oui. F1. Et ça marche? Alors, on a commencé à augmenter tes produits. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était là, sur septembre. Mais elle m'a juste rajouté la Provin, Dorian. Ouais. Et puis toi, tu as pris l'Immune Booster. Ouais. Voilà. Alors, donc F1, Provin et Immune. Ouais. Et elle a perdu ses 14 premiers kilos juste avec la F1. Alors, Yasmina. Oui. Donc, alors, dis-moi comment tu manges, Angèle. Tu as changé tes habitudes alimentaires?
Oui, le soir, qu'est-ce que tu manges? Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Le soir, des légumes et puis de la viande. Et tu prends la F1 2 fois par jour? Ouais, le matin et puis à 10h juste après le sport. D'accord. Là, Yasmina, deux fois par jour. ouais, là, Dorian, elle a changé. Le matin, je prends la Formula One, à 10h aussi. Et puis à midi, je prends la Pro 20 avec de l'eau, c'est tout. D'accord. Voilà. Et le repas plaisir en famille le soir, puisque son mari rentre du Oui. boulot et puis qu'il y a Laura qui mange à la cantine le midi. Voilà. Et Gizmo, il ne te lâche pas aujourd'hui, hein, dis donc. Ah ouais. Ok, Voilà. merci. Mais on a beaucoup travaillé sur l'équilibre alimentaire, effectivement. Angèle ne consommait pas forcément autant de légumes que maintenant. Et puis, mais les résultats sont là. Elle est descendue sous les 140. C'est génial. Je suis trop contente. Bravo. Bravo, hein. Félicitations. Ouais, bravo, hein. Ah ouais. Félicitations, Angèle. Tu dois t'en sentir bien maintenant, psychologiquement, ça doit être mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir, Angèle? Parce que tu avais déjà fait avec la clinique pour essayer de perdre du poids. Qu'est-ce qui là t'a motivé et t'a fait tenir le coup? Bah, le fait d'enlever la machine pour dormir. Alors ça, c'était ta motivation, ton objectif. Mais Ah qu'est-ce qui fait que malgré les hauts et les bas, tout au long de ton programme, tu tiennes le coup et puis que tu restes avec nous finalement? Bah, c'est grâce à vous quand même. Ah, voilà, c'est ça. Tu vois, elle s'est mise sur les ateliers sport le matin, elle s'est mise sur le pape-au-pied, elle s'est beaucoup investie pour être avec nous dans la communauté. Parce que, en fait, je pense que c'est énorme le soutien de la communauté. Ouais. Voilà, Yasmina. D'accord. Non, ne pleure pas, Yasmina. Tu vas y arriver. Non, Tu non, l'as je déjà pleure fait une pas, je fois, pleure tu pas. arriveras encore. Mais oui, Je voulais vous envoyer une photo comment j'avais maigri et j'avais réussi, mais je ne sais pas comment l'envoyer. Ah, bon, je la mettrai, Yasmina. D'accord? Ouais. en tout Maintenant, cas, tu es la bienvenue sur tous les ateliers. C'est avec Merci. grand plaisir. Voilà. Merci. Et puis, tous les ateliers sport que je fais moi, alors après, tu en as qui sont plus compliqués, qui sont accessibles aussi par tout le monde, hein. Mais moi, je m'adapte toujours aux personnes qui viennent et je fais toujours en sorte que les mouvements puissent se faire voilà, et que vous progressiez. Coucou, princesse. Alors, Yasmina, en direct de 9h à 10h, je te donnerai le planning. Oui, Sinon, tu attends. peux les refaire après quand tu veux, en vidéo. Voilà. Oui, si tu D'accord. n'es pas disponible, si tu ne peux pas, effectivement, tu as les vidéos et les replays. Ben, ce matin, j'étais en train de plier le linge et j'ai regardé en même temps une vidéo sur YouTube que tu avais mis sur les briques. Expliquer les briques, ça m'a bien plu. Ça m'a Les briques de protéines. Ah, sur les protéines, alors. D'accord. J'ai bien aimé. C'est bien. Super. Ça m'a motivée ce matin. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, je vous remercie. Il n'y avait pas d'autres questions? Oh là là, j'ai laissé l'enregistrement couler, moi. Aïe. C'est pas grave. On a eu l'histoire d'Angèle. Voilà, à nouveau la vedette, Angèle. Oui.